actuellement, être professeur des écoles, c'est l'angoisse. Je vais changer ma vie. Ils m'ont juste dit, fais-le. Tout le monde, sans exception, tout le monde m'a dit, si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Quand on sort de formation, c'est hyper compliqué de se dire, ouais, je suis capable, de ouf. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Shannon, développeuse web depuis peu. Mais dans une ancienne vie, Shannon était institutrice. Après 5 ans d'études, 2 ans d'enseignement, elle a décidé d'abandonner. Non pas par un désamour de l'enseignement, mais par un ras-le-bol de l'éducation nationale. Entre le manque de considération des parents, le manque de soutien de l'administration scolaire, un salaire catastrophique et du bénévolat obligatoire, et la liste est encore longue, Shannon a décidé de changer radicalement de vie. Comme elle me l'a confié, ce choix a été difficile, mais nécessaire. Et elle vous expliquera pourquoi. Avant de vous laisser avec Shannon, si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le. Shannon, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Donc, j'ai voulu que tu sois là aujourd'hui pour que tu nous racontes ton histoire, parce que tu étais enseignante avant et maintenant tu es développeuse web. Ouais. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, si tu pouvais te présenter. Et du coup, je m'appelle Shannon. Effectivement, j'étais professeure des écoles avant et aujourd'hui je suis développeuse web dans une start-up parisienne. Je suis digital nomade, je suis en ce moment même à Lisbonne et puis voilà. C'est déjà bien, ça fait beaucoup de choses. Donc, j'ai voulu t'avoir parce que tu étais enseignante, tu as fait un virage, on va dire, à plus de 180 degrés. Et encore, je pense que c'est un peu plus que ça. Donc, pourquoi tu as changé de vie, surtout que tu as fait des études, on va dire, il n'y a pas si longtemps que ça, donc tu n'as pas enseigné il y a très longtemps. Ouais, j'ai enseigné pendant 2 ans. C'était le métier que je voulais faire depuis toujours. Depuis que j'étais toute petite, je disais à ma maman, plus tard je serai maîtresse. Ce que j'ai fait. Et effectivement, ça demande beaucoup d'études étant donné que j'ai fait un bac+5, donc master, pour être professeur des écoles. Le concours, il est pas évident, donc j'ai réussi, j'étais hyper contente. Et désillusion. Je pense que j'ai trop idolâtré le métier. Et oui, du coup, j'ai enseigné 2 ans. Et puis ça m'a suffi. Donc j'ai effectivement changé de, de voie et j'ai pris le virage à 180 et plus. Alors, pourquoi tu as arrêté d'être enseignante? T'aimais pas ça? T'aimais plus? Ou c'était trop dur? Alors, j'ai adoré être enseignante tant que j'étais en classe. Donc en fait, vraiment l'échange avec les élèves, la pédagogie, la didactique, toute la programmation, tout ça c'était vraiment chouette. J'ai vraiment adoré. Et c'est un pan de mon métier qui me manque en étant développeuse. Mais en fait, ça pesait pas assez dans la balance de tout ce qu'est le métier de professeur des écoles qu'on ne voit pas en dehors du fait qu'on est avec les élèves. Parce qu'on a tant d'heures avec les élèves, mais toutes les autres heures qu'on fait, elles sont invisibles aux communs des mortels, et c'est toutes ces autres heures qui ont fait que j'ai changé de métier parce que c'était nul. Clairement, on n'est vraiment pas bien loti en tant que professeur des écoles quand on est en France. Parce qu'il y a des pays où c'est chouette. Ouais, parce qu'au Canada, c'est vraiment bien d'être professeur. Mais quand tu dis que t'étais pas bien loti, ça veut dire quoi? C'est que parce que on voit l'image du professeur qui a beaucoup de vacances. Oui, ah oui, clairement. C'est ça, c'est un des points qui a fait que j'ai changé. Parce qu'en fait, je passais clairement plus de temps que donc mon copain a travaillé alors qu'il travaille dans le privé et que normalement dans le privé t'as tes heures et puis après c'est terminé quoi. En fait tu passes ta vie au travail parce que le week-end tu penses aux élèves, parce que quand tu vas au musée tu penses aux élèves, parce que quand tu vas faire ci tu penses aux élèves, donc clairement t'es tout le temps au travail. Pendant les vacances tu fais tes cours, tu prépares,
tu vas essayer tu penses à cet élève qui est un peu dyslexique, du coup tu vas faire des préparations annexes spécialement pour cet élève, puis dans cette famille il y a des problèmes avec les parents, donc tu vas anticiper, en fait tu passes tes vacances à préparer les choses que tu vas faire sur la période d'après avec les enfants, donc clairement t'as des vacances tout le temps, non, si t'es un bon prof, parce qu'après tu peux faire les trucs à la va-vite et effectivement profiter de tes vacances et en avoir rien à cirer des élèves, ce qui n'était pas mon cas. Je voulais être professeur pour aider et partager des connaissances, des compétences avec les élèves, donc pas du tout dans cette optique-là. Et puis en plus de tout ça, où la société clairement te dit que tu fais rien, quoi. T'es toujours en vacances, ton métier est facile, enfin voilà. T'as ton administration derrière qui, en plus de ça, est pas sympa avec toi, quoi. Ils sont pas c'est pas supportif. Moi, par exemple, j'étais à Montpellier, donc j'ai été mutée dans le Gard, donc j'ai fait en sorte d'être plus près du Gard parce que je voulais quand même rester à Montpellier. Et j'avais 1h30 de route aller, 1h30 de route retour, donc 3 heures de route par jour. En voiture, parce que forcément quand t'es jeune professeur des écoles, on te met dans des coins paumés que personne ne veut prendre, donc c'est des postes généralement assez durs, dans des endroits perdus, donc forcément tu peux pas prendre de transport en commun et travailler dans les transports ou quoi que ce soit. Et du coup j'ai fait mes 2 ans dans des quartiers compliqués, avec des problèmes familiaux compliqués, avec des élèves compliqués, avec tout un environnement qui t'aide pas à rentrer dans le métier, quoi. Ou alors vraiment tu rentres dans le vif du sujet et t'as pas assez de billes pour le faire correctement, je pense. Ça, c'est un point qu'on dit souvent quand on envoie les jeunes professeurs qui ont peu d'expérience aux endroits où c'est le plus difficile, histoire de bien les dégoûter. Et Ah ouais, en plus de ça, je pense que le salaire devait pas être mirobolant non plus. non, ah non, clairement. C'est bac+5 et tu commences à 1 450 euros. 1450. Oui, oui, oui. Alors, si je me trompe, le SMIC doit être à 1200. Oui, oui, ah non, mais ouais, pour 5 ans d'études, en sachant que du coup, moi j'ai des amis qui ont fait 5 ans d'études aussi, et clairement, ils n'ont pas commencé à 1 450 euros. Ah non, ça, non, ça je peux te dire, moi j'ai commencé à plus de 2000. Ouais, bah voilà. Ben, non, pas quand t'es prof. Donc c'est un peu tout ça qui t'a fait abandonner cette profession. Ouais, malheureusement, mais oui. Et tu le dis, un peu la mort dans l'âme. Ben parce que je trouve que c'est un métier hyper important au sein de notre société. On forme les adultes de demain. Enfin, s'il y a personne qui fait ça de façon vraiment passionné, où tu as envie de faire ce métier, où tu es récompensé pour ça à ta juste valeur, bah ouais, oui, je trouve ça vraiment dommage qu'on valorise pas plus ce métier. Ça, c'est vrai qu'en France, c'est pas très très bien valorisé. Et moi, il y a un point qui m'étonne quand même un petit peu dans ce que tu dis, c'est que on a quand même dans l'enseignement et dans l'éducation nationale en général la sécurité de l'emploi. Donc, tu aurais pu avoir un boulot à vie. Tu t'es dit que tu allais tout sacrifier pour repartir à zéro. Parce qu'en gros, tu sacrifies tes 5 ans d'études, tu sacrifies ton emploi à vie contre un hypothétique métier de développeur web. Oui, ouais, oui, oui, mais après, mieux vaut être avide dans un métier qui te correspond pas ou tenter ta chance et avoir une vie cool. Enfin, tu vois, je pense que le jeu en vaut la chandelle quand même. Donc oui, effectivement, t'as un métier à vie, mais en même temps, je pense qu'il t'offre cette sécurité-là parce qu'en fait, personne resterait sinon. Clairement. C'est... À part les gens voilà, dévoués, dédiés à la cause, si t'as pas un petit peu d'avantage, les gens y partiraient, c'est sûr. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. Et donc, comment t'en es venu à te poser la question de devenir développeur web? Alors, déjà, de changer de métier, c'est quelque chose que je pense que je voulais implicitement. Et en fait, mon copain et ma meilleure amie avec qui j'étais très proche à ce moment-là m'ont dit, en fait, faut que t'arrêtes, parce que là, on voit que tu vas pas bien. Donc, considère
à changer de métier. Donc j'ai considéré le changement, parce que voilà, et c'est vraiment pas facile de se dire mais ok, mais je vais faire quoi? Parce que moi, toute ma vie, je voulais être maîtresse, aujourd'hui je suis maîtresse, et je fais quoi maintenant, tu vois? Et du coup, mon copain, à cette époque-là, il était prof dans une école de code. Enfin, il avait arrêté, mais il avait été prof pendant 6 mois dans une école de code. Et il m'a dit, bah écoute, quitte à changer de métier, autant trouver un métier qui nous permet d'être libre, parce que lui, il est aussi développeur, et il était déjà en télétravail, tout le temps. Donc il s'est dit, bah, autant trouver un truc qui nous permet après de choisir où on veut habiter, avoir plus de liberté que toute la prison qu'est l'éducation nationale, où clairement t'as pas de liberté. Tu choisis pas où t'habites, tu choisis pas grand chose. Et du coup, on s'est dit, bah, il m'a dit, je pense que si jamais ça t'intéresse, tu peux essayer de faire des exercices que je donnais à mes élèves en tout début de formation. Et si ça te plaît, ben, on peut tenter ça parce qu'on sait que ça marche, vu que moi actuellement je suis en poste et je suis en télétravail. Je dis bah vas-y, j'essaye. Et donc il m'a donné des exercices de Code Wars. C'est un site où tu peux faire des petits challenges de code. Et bah, il s'est avéré que c'était assez cool, tu vois, c'est un peu genre des énigmes, un peu voilà, des puzzles à faire bah, sous forme de code. Et donc, d'après lui, je m'en suis super bien sortie. Et du coup, il m'a dit, vu comment tu t'en sors, si jamais ça te plaît, tente-le, parce qu'à mon avis, ça va être bien pour toi. Et du coup, on a commencé à se renseigner sur les écoles, les formations, comment je pouvais faire une transition assez rapide, enfin relativement rapide, parce que du coup, j'ai choisi de me mettre en disponibilité le temps de faire ma reconversion. Donc la disponibilité, c'est tu mets ta carrière entre parenthèses, et tu dis si jamais, ben en fait, j'ai pris 1 an, et si dans les 1 an, je veux revenir dans l'éducation nationale, je peux. Et je reprends un poste comme si j'étais jamais partie. Donc j'ai mis un peu cette carrière professeur d'école entre parenthèses. Et en faisant nos recherches, on est tombé sur l'école de O'Clock. Et c'est pour ça que ben, j'ai fait ma reconversion chez O'Clock. D'accord. Alors, avant de parler de ta reconversion, donc, tu as préparé ton projet en amont, tu n'as pas pris une disponibilité et tu as réfléchi à ce que tu voulais faire. Tu as déjà vu ça avant, où tu t'es dit, tu as fait ces exercices de code et tu t'es dit, bah voilà, c'est ça que je veux faire ou pas? Ouais. Non, non, en fait, j'ai fait tous ces exercices de code, etc. Pendant que j'étais en poste de professeur des écoles. D'accord. Et comment a réagi ta famille quand tu as dit que bah, tu voulais devenir développeuse web, que tu voulais bah, faire ça de façon remote? Ben alors, enfin, je pense que j'ai changé ma famille contre rien au monde. J'ai vraiment une famille exceptionnelle. Et du coup, clairement, le bien-être, ça passe avant tout. Donc je leur ai dit, je me sens plus bien en tant que professeur des écoles, j'ai envie de faire autre chose, je vais changer ma vie. Bah ils m'ont juste dit, bah fais-le. Si c'est ça que tu ressens, si c'est ça que tu veux faire, nous on est là, on te soutient, et s'il y a un problème, on sera là. Donc clairement, aucun problème là-dessus, et aujourd'hui tout le monde est super content. Et au point de vue de tes collègues, comment ça s'est passé quand tu as annoncé que tu voulais partir? C'est drôle parce que du coup, pendant ma dernière année, donc ma deuxième année d'enseignement, j'étais à mi-temps dans une école, dans une classe que j'avais tout le temps, donc le jeudi, vendredi, et le lundi, mardi, j'étais dans les remplacements sur toutes les écoles aux alentours de mon secteur. Du coup, j'en ai vu passer un bon paquet de professeurs des écoles. Et donc, à la fin de ma deuxième année, j'ai commencé à, voilà, me poser des questions, etc. Donc, j'ai demandé, j'ai essayé de prendre des incentives, tu vois, des gens qui avaient autour de moi. Et j'aurais dit, ouais, moi, franchement, j'hésite, je sais pas trop si je vais rester, je veux me reconvertir. Et tout le monde, sans exception, tout le monde m'a dit, si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Ils m'ont dit, là, ça fait 2 ans que t'es là, t'es jeune, fais-le, sors, continue pas, Attends, reconvertis-toi. tes, Tous, tes collègues t'ont poussé vers la sortie et t'ont dit vas-y, vas-y, c'est une super bonne idée. oui, tous. Après, faut savoir que du coup, j'ai quitté l'éducation nationale.
J'avais 22 ans. 22 ans. 22 ans, ouais. Du coup, ils m'ont dit clairement, t'as 22 ans, t'as l'énergie, t'as la possibilité, si tu reprends les études maintenant, c'est pas grave, t'es hyper jeune, donc fais-le. Et il y en a plein, ils m'ont dit, moi là, il me reste, parce que du coup, il y a beaucoup d'anciens, il y a pas, et j'ai pas rencontré beaucoup de professeurs des écoles jeunes. Ouais, ils sont tous au moins 35 ans et plus. Et du coup, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient 50 ans et qui leur restait genre 10 ans à faire. Et ils nous ont dit, bon, ben, moi, il me reste 10 ans, donc je vais les faire. Mais, euh, mais ils m'ont dit, actuellement, être professeur des écoles, c'est l'angoisse. Ils m'ont dit, quand j'ai commencé, mon métier, il était génial. Mais aujourd'hui, je suis pas hyper heureux de venir travailler. Ouais, Donc, je suis pas étonné, j'entendais à la télé en plus qu'ils avaient du mal à recruter des professeurs et quand on t'entend, on comprend pourquoi. ah bah oui. Non, mais clairement, personne m'a dit, ah, essaye une année de plus, tu verras, peut-être que ça va aller mieux. Personne. Après, je suis un peu étonné parce que quand t'as 35 ans, tu peux te reconvertir, tu peux faire autre chose. Même à 50, c'est un peu plus compliqué, mais à 35, tu peux changer de métier. Ben ouais. Mais tu vois, il y en a beaucoup qui ont des enfants, la sécurité de l'emploi, la zone de confort, enfin tu vois. Hmm. Tout le monde n'a pas l'énergie, l'envie et le courage de se lancer. Mais oui, effectivement, c'est totalement possible. Mais même à 50 ans. Ça, oui, ça, je pense que. Et peut-être que c'est typiquement français de faire ça. Je sais pas si les autres pays c'est comme ça. De changer de voie, d'aller un peu plus dans l'inconnu. Non, je sais pas, je pense que c'est très générationnel aussi. Je pense que nous, maintenant, enfin, plus notre génération, les plus jeunes, on a plus ce carriérisme à rester 40 ans dans la même boîte, à vouloir du coup être PDG ou je sais pas trop quoi. Ça, c'est plus du tout une aspiration. Personne, enfin, je sais pas si j'ai encore des amis qui veulent faire ça, se dire ouais, je vais rester 40 ans dans la même boîte. Tu vois, ça existe plus. Ouais, maintenant c'est plus. Ah, il faut que je reste 3 ans dans la même boîte. Ouais, oui. Ah non, mais ça c'est. Je pense que oui, il y a eu un changement de mentalité. On va revenir à ton parcours. Donc, tu as fait une formation au clock. Donc, comme tu Ouais. étais fonctionnaire, je suppose que comme tu cotisais pas au chômage, à Pôle emploi, ce genre de truc, ça a été de ta poche. Oui. Oui, oui. C'est rien. T'as le droit à rien. Rien du tout. Ah, ça, c'est encore plus inadmissible. Les professeurs n'ont pas le droit de se former. Alors, tu peux te former, mais dans le même domaine. D'accord. Pas pour changer de voie. Après, comme tous les fonctionnaires, comme toutes les personnes, tu cotises à ton CPF ou un truc d'un genre. C'est une espèce de cotisation où tu mets des sous et si tu veux te former, bah, tu as un compte formation, quoi. Mais étant donné que ça faisait 2 ans que je travaillais, mon compte de formation, j'avais 120 € dessus. Donc autant te dire que 120 € pour te reconvertir, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Et alors, déjà, la formation au clock, c'est pas la moins chère. Et alors, pourquoi tu as choisi au clock? Alors, il y en avait, en vrai, il y en a plein, il y en a vraiment un paquet. Mais, du coup, je, je suis professeur des écoles de base. Donc, je me suis intéressée à ce qui partageait en tant que valeur, en tant que connaissance, en tant que compétence, et s'ils étaient capables d'avoir une cohérence dans les apprentissages. Parce que j'avais pas envie de me lancer et être complètement perdue dans un milieu que je connais pas du tout, donc je voulais quand même une formation qui cadre certaines choses et qui était bien faite. Et au clock, ils partagent leur programmation, donc comment ils vont faire les cours, comment ça va se passer, comment ça on va progresser, etc. Et c'était vachement cohérent. Et en plus de ça, les valeurs qu'ils partagent, la bienveillance, le fait d'avoir beaucoup d'humains dans la formation, le fait d'avoir des étudiants avec toi, c'est vraiment cool. Et tout ça en bonus, en téléprésentiel, sachant que du coup mon copain était déjà en téléprésentiel, enfin en télétravail, bah, ça concordait parfaitement.
Donc c'est un peu... Je me suis pas vraiment penchée sur le prix. Je me suis vraiment dit, euh, je veux une formation qui me va. Et au clock, rentrer dans tous les critères, donc au clock. Donc, comme tu disais, c'était en téléprésentiel, donc je suppose que ça t'a permis de voyager en même temps ou pas? Ouais, absolument. Alors du coup, c'était euh, le destin, je sais pas trop comment ça tombe les choses parfois. Mais du coup, on avait prévu, étant donné que en disponibilité, je gagnais zéro, donc pas d'argent, et que j'avais donc pas d'aide pour payer la... Enfin, j'avais rien, quoi, j'avais pas d'argent. On s'est dit, on va aller vivre dans un pays sur la même time zone pour pouvoir être assisté aux cours, mais moins cher, pour pouvoir assumer le coût de la vie que sur une personne et plus sur deux. Et du coup, on s'est dit, on va aller au Portugal, on va essayer de trouver un petit village sympa, voilà, on va faire notre vie là-bas le temps de la formation. Et en fait, l'été passe, et un jour, mon beau-père, on va manger chez lui, et il me dit, oui, vous voulez pas partir en camping-car? Je dis, non, on va pas partir en camping-car, parce qu'un camping-car, c'est minimum 20 000 euros d'investissement, enfin, on les a pas, quoi. Il me dit, ouais, mais je connais quelqu'un, il veut vendre son camping-car, et je crois qu'il le vend vraiment pas cher. Il veut s'en débarrasser, et tout ça. Donc on s'est dit, bon, vas-y, on va aller le voir, ça va te faire plaisir, voilà, on va le faire, tu vois. On a été visiter le camping-car, et il s'avérait qu'en fait, alors, s'il n'y avait pas de problème caché sur le camping-car, c'est vrai que c'était une opportunité de ouf. Donc en fait, on a pris le camping-car. Il y avait au final 2-3 trucs à réparer. Et en fait, on est parti en camping-car et on a fait toute la côte portugaise et toute la côte espagnole tout le long de ma formation. Donc j'ai fait la formation sur les routes à bord d'un camping-car. Et il y a eu aucun problème avec le camping-car? En fait, quand on a acheté le camping-car, c'était très étrange parce que la femme, elle nous a dit, je le vends en l'état, hein. Je préfère, on peut pas l'écrire quelque part, je le vends en l'état. Tu vois, ça semblait un petit peu louche. Mais on s'est dit, vas-y, on le tente. Et en fait, mon copain, il a des amis forains. Du coup, on s'est dit, vas-y, on va amener le camping-car à nos amis et on va voir ce qu'ils nous disent, tu vois. Et du coup, on y va. Et il nous dit, ah ouais, bien, franchement, bien, bien. Sauf que là, il prend l'eau. Et comment ça, il prend l'eau? Là, il prend l'eau et il a fait... Et il a mis son doigt et il a traversé le mur du camping-car. Et là, je me suis dit, oh, je viens de mettre toutes mes économies dans le camping-car et le mur, il va pas. Et là, il a fait... Et il a arraché le mur, genre, devant moi. Genre, il a arraché le mur du camping-car. Et je me suis dit, oh putain... Je me suis dit, je vais faire quoi, moi, maintenant? Et en fin de compte, on a acheté 2-3 tasseaux à Monsieur Bricolage. On en a eu pour 80 €. On a réparé le mur et depuis, le camping-car, il est comme neuf. Et bon, ouais, parce que ça aurait pu se finir un peu à l'émission Top Gear où c'est une voiture bien pourrie et le but c'est de la réparer toutes les 3 minutes. Ah ouais, mais alors pas du tout. Pour le coup, on a vraiment eu de la chance. C'était vraiment genre une opportunité vraiment cool. Et comment ça se passe de faire ta formation pendant que tu es sur les routes? Parce que sur les routes, c'est fatigant, t'as pas forcément une bonne connexion internet tout le temps. Ouais, et ben on a pris un super routeur 4G. On a acheté un abonnement illimité Portugal 4G et on a fait. J'étais très étonnée parce que même au fin fond du Portugal, dans la pampa vers l'océan, on avait toujours de quoi sustenter nos besoins d'internet. Donc trop cool. Et après, au niveau timing, c'est vrai que c'est serré parce qu'en fait, le camping-car ça demande du taf pour l'électricité, pour l'eau, pour recharger, nettoyer, enfin bref. Mais peut-être mon copain il avait vu juste, dans le sens où je m'étais bien débrouillée sur les exercices de Code Wars, parce que j'ai jamais vraiment terminé mes journées de travail après 16 heures. Généralement, au clock, c'est de 9 heures à 15 heures par là, t'as tes cours théoriques si tu veux. Et après, ils te donnent des challenges. Et donc après, tu peux le faire en 1 heure ou en 5 heures, ou tout dépendant de comment tu te débrouilles. Et tu fais tes challenges. Et donc en fait, j'ai jamais vraiment
galérer sur les challenges, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, ça me laissait quand même pas mal de temps pour visiter, explorer, faire des choses. Donc c'était cool. Ouais, donc c'était difficile, mais comme tu as quand même quelques facilités, ça n'a pas été trop galère. Non, bah en vrai, non, ça va. Franchement, c'était même plutôt cool. Je suis hyper. Enfin, quand on me parle de ma formation et de ma reconversion, moi, je suis hyper souriante parce qu'en fait, ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de galère, j'ai l'impression que tout s'est un peu passé. Tu sais, comme tu surfes la vie, quoi. Ouais, J'ai surfé la reconversion, donc c'était vraiment cool. les étoiles se sont alignées et Mais grave, c'est ça. Genre, ça a créé une constellation reconversion. constellation reconversion. Et ma question suivante, est-ce que les étoiles ont continué à s'aligner le jour où tu as commencé à chercher du travail? Parce que je suppose que tu étais encore au Portugal, dans un camping-car, au moment où tu as voulu chercher du travail, ou tu étais rentré en France? C'est pire. J'ai commencé à chercher du travail quand le Covid s'est déclenché et qu'on a eu le premier confinement. Donc, ouais, je me suis dit, bon ben voilà, c'est mort. Parce que du coup, j'avais commencé à travailler en fait pendant la formation. Un ami d'un ami m'avait recommandé à un ami parce qu'il avait entendu dire que je faisais une reconversion, enfin bref. Et du coup, j'ai fait un mois de freelance pendant la formation au clock. Donc je leur ai dit, écoutez, je peux vous donner 4 heures de ma journée par jour, parce qu'après, les autres moments de la journée, je suis en formation. Ok, du coup, pendant un mois, tous les jours, pendant 4 heures, je faisais du freelance sur de l'intégration, bootstrap, enfin bref. Du coup, j'avais déjà cette petite expérience, donc cool. J'avais commencé à postuler pour faire des entretiens, etc. Et au final, 2 semaines après la fin de ma formation, j'avais eu un entretien, la meuf elle m'avait dit ah ouais bah trop cool, on te recontacte, etc. Et en fait, confinement, et il s'est avéré que le poste c'était pour une entreprise qui travaillait dans la restauration. Voilà. Donc plus de postes à pourvoir, forcément. Voilà. Covid. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, on reprend les recherches. Donc, j'ai recommencé. Et sur O'Clock, on a un Slack pro où on peut partager si on a. Enfin, bref, voilà quoi. Un truc où on partage nos posts, nos Un genre de opportunités. Discord. C'est ça. Mais. Et du coup, j'ai une nana de ma promotion qui a partagé un truc parce qu'elle, elle avait déjà trouvé un stage. Oui, en fait, c'était un stage hyper bien rémunéré qui fitait parfaitement avec ce que moi j'avais fait, donc React, JS, tout ça. Et à la base, moi je voulais un contrat parce que, étant donné que ça faisait 6 mois que je travaillais pas, que j'avais pas de revenus, que je venais de payer une formation hyper chère, je me suis dit il va falloir que maintenant je gagne de l'argent. Et un camping-car. et, et un camping-car en plus de ça, voilà. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un contrat et non pas un stage, parce qu'un stage pas rémunéré encore pendant je sais pas combien de temps, c'est mort. Et en fin de compte, ce stage-là, il était rémunéré à hauteur de 1 100 € par mois. Donc ça va. Clairement, ça allait quoi. Surtout qu'avec le confinement qui avançait, on n'allait pas faire grand-chose de nos vies. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, je postule. Donc j'ai postulé. J'ai été trouver la personne qui avait mis le message sur LinkedIn. Je l'ai retrouvé, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit bah écoute, voilà, j'ai vu ci, ça, je veux bien mettre ma candidature. Et là j'ai reçu genre non. Ok. Il m'a dit non, non, tu sors d'Oclock, c'est pas ce que je veux. Ah d'accord. Bon, bon ben voilà, ça c'est dit. Et du coup, j'avais les nerfs un peu. Je me suis dit, mais c'est pas juste. Genre, pourquoi il dit ça alors qu'il me connaît pas? Au clock, on est beaucoup. On est tous différents. C'est pas juste qu'il dise ça. Et du coup, Martin, il m'a dit, bah, si tu trouves ça injuste, dis-lui. Alors du coup, avec communication et les formes, je lui ai dit, bon, bah écoute, je comprends que tu puisses avoir des a priori sur les gens qui font des formations courtes, sur O'Clock ou je ne sais quoi.
Mais je pense sincèrement que je peux correspondre au poste. J'ai fait mon freelance, j'ai des projets sur GitHub, j'ai mon portfolio, j'ai fait ci, ça. Si t'as un peu de temps, va quand même checker mon GitHub. Va voir ce que je suis capable de faire. Moi, j'envoie ce message pas du tout sereine, parce qu'en vrai, j'ai fait la meuf qui avait trop confiance en elle alors que pas du tout. Mais je l'ai fait, je l'ai envoyé. Et donc j'envoie ça le matin. Je vois le vu sur le message. Je dis bon bah il a vu. Pas de réponse. Pas de réponse, pas de réponse. Et le soir, je reçois un message qui me dit bon bah du coup j'ai vu ce que t'as fait, c'est hyper propre, je suis hyper surpris, donne-moi ton numéro comme ça on s'appelle lundi. Et en fait, j'ai eu le stage et je suis toujours dans la même boîte depuis, je suis en CDI et ça se passe super bien. Mais donc, ça serait venu spontanément de lui répondre ou c'est juste parce que Martin, ton copain, t'a dit non mais vas-y fais-le, au pire t'as rien à perdre. Alors, c'est clairement parce qu'on m'a poussé. Parce que quand on sort de formation, c'est hyper compliqué de se dire, ben ouais, je suis capable, de ouf. Ça fait 6 mois que je fais ça, mais enfin, tu vois, c'est hyper compliqué. Ce syndrome de l'imposteur, il est vraiment réel. Tu te dis, je vais rentrer là et je vais faire quoi c'est pas possible. Mais oui, du coup, qui m'est poussé à le faire, je l'ai fait. Mais au final, en fait, tout le travail qui était sur mon GitHub, sur mon freelance, etc., c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'était juste la petite pichenette qui dit bah, je pense que ton syndrome de imposteur, il est pas justifié, donc envoie ce message. Et je D'accord, pense oui. que c'est cool s'il y a des gens qui regardent ta vidéo et qui entendent ça, il faut le faire. Faut vraiment avoir le culot de se dire ben, au pire, j'ai vraiment rien à perdre, c'est pas grave. Et au mieux, je gagne quelque chose. Et dans tous les cas, oui, on est capable de faire des choses. Si aujourd'hui, tu es là à avoir changé de métier ou à apprendre un nouveau langage, une nouvelle façon de communiquer avec un ordinateur, bien sûr que tu es capable de faire des choses. Donc, faut le faire, faut envoyer ce message. Bah, c'est ça, et en plus si on y réfléchit rationnellement, au pire des cas tu lui envoies un message, il te redit non, donc t'avais rien, t'as rien perdu, t'as rien gagné. Au Bah pire oui, il te dit oui. ouais, oh. Rationnellement je pense que l'espérance de gain est positive. Ah bah clairement, clairement. Mais bon, il faut quand même avoir ce petit élan de confiance et un peu de culot et se dire si, vas-y, je vais le pousser à faire des choses. Ouais, je pense que la peur du rejet est souvent très très forte parce que c'est pas facile d'entendre non, et quand on Ah bah cherche ouais, un non, c'est boulot, clair. je pense qu'on entend plus souvent non que oui. Ah bah ça, c'est sûr. Mais Surtout l'avantage c'est quand que... t'es développeur junior. Hein. Hmm. Je veux pas être euh, décourager les gens qui peuvent écouter cette vidéo, mais oui, rentrer dans le monde du développement, c'est pas facile. Une fois que tu y es, c'est ok. Ah, c'est Mais ça, je rentrer pense. dedans, c'est pas évident. C'est ça, je pense que le plus dur, c'est de faire son trou. Une fois que t'es dans la place, c'est bon. Une fois qu'une personne t'a dit oui, C'est ça. t'auras plus de problème. Parce Ah, que même, plus de problème, je sais pas, mais en tout cas, ce sera beaucoup plus ça simple. sera beaucoup plus facile. Et maintenant, est-ce que tes compétences que tu as apprises bah, dans l'enseignement te servent en tant que développeuse? Oui. Et enfin, en fait, là, tout ce que je te dis, c'est un peu réfléchi parce que j'ai écrit un e-book à propos de la reconversion, parce que du coup, ma reconversion s'est bien passée et en y réfléchissant, je sais pourquoi ça s'est bien passé. Donc, j'ai écrit un e-book à ce propos. Et donc, oui, j'ai clairement, quand les gens, tu dis, je vais faire une reconversion, ils te disent, oh là là, t'as fait 5 ans d'études, t'es dans un métier, nanana, nanana, et tu repars à zéro. Et en fait, c'est faux. Tu repars pas à zéro. Ça, il faut se l'enlever de la tête. Tout ce que tu étais avant fait que tu es ce que tu es aujourd'hui. Donc clairement, c'est pas repartir à zéro, c'est changer de carrière, certes, mais avec tout le bagage que tu as d'avant. Donc oui, moi j'ai clairement l'organisation, la pédagogie. Quand tu es développeur, personne comprend trop ce que tu fais. Donc tu as plutôt intérêt à savoir vulgariser et communiquer sur ce que tu fais. Donc quand tu es professeur d'école, c'est ce que tu fais tout le temps. Gérer une équipe,
Parce que quand t'as 30 petits, petits chenapans en face de toi, Voilà. ben, la gestion, t'as pas le choix, hein, c'est comme ça. Donc, ouais, tout, la gestion d'un emploi du temps, d'un planning, en fait, tout, je m'en sers constamment dans mon travail. Donc oui, t'es pas reparti à zéro et les compétences que tu as développées en tant qu'enseignante te permettent à l'heure actuelle d'avoir un avantage sur, on va dire, les autres développeurs en plus des compétences techniques que tu as acquis. Ah oui, non, ça c'est sûr, c'est indéniable. Et je pense que dans tous les métiers, si quelqu'un se reconvertit, dans chaque métier, il y a quelque chose à récupérer pour être développeur. Je pense que D'accord. dans tous les cas, dans notre monde, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, donc il y aura Hmm. toujours des compétences à récupérer de ta vie d'avant. Oui, et si tu recroisais tes collègues et qu'ils te posaient, ils te disaient qu'ils voulaient faire une reconversion, tu leur dirais de faire une reconversion ou pas? Bah, déjà, je les questionnerai sur pourquoi. Est-ce que En fait, je pense que se reconvertir pour gagner plus d'argent, c'est peut-être pas le la bonne source de motivation pour se reconvertir. Je pense que tu réussis bien ta conversion si profondément tu veux plus faire ce que tu veux faire. Si c'est plus en accord avec ce que tu es, dans ces cas-là, oui, reconvertis-toi. Si c'est juste parce que. En fait, je pense que pour se reconvertir, il faut vraiment avoir l'envie de le faire et la motivation, parce que c'est long, parce que c'est dur. Et si ta motivation elle est bancale, ben, tu vas pas y arriver correctement. Donc je pense qu'avant de leur dire oui, oui, reconvertis-toi direct, fais-le, je poserai d'abord des questions pour savoir si vraiment c'est une passade ou c'est parce que, surtout quand tu es professeur des écoles, il y a des fois où tu as une classe en particulier qui fait que ton année elle va être longue. Tu le sais, tu vois, ton année, ça va être long. Du coup, voilà, si je voyais mes collègues, je pense que je poserais des questions, mais dans tous les cas, effectivement, je pense que je leur dirais oui, 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 reconvertis-toi. Peu importe dans quelle branche, parce que vraiment, en y repensant rétrospectivement, moi j'y retournerai pas, mais pas pour un sou, hein. Même pour le même salaire, j'y retournerai pas. C'est beaucoup trop contraignant comme métier, c'est incroyable. Et c'est une des raisons pour laquelle maintenant tu as le rôle, on va dire, de partager, parce que tu partages tout ce que tu fais, que ce soit dans un e-book comme tu l'as dit, ou sur Instagram, ou sur un blog. Ouais, alors à la base, j'ai ouvert mon compte Instagram parce que quand je me suis intéressée au monde du développement, je me suis rendu compte, et c'est un sujet qui revient souvent, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ce métier. Et c'est trop dommage, parce qu'en soi, la technologie, elle est partout autour de nous, et le fait qu'il manque de diversité dans cette branche-là, ben, ça crée des biais dans nos technologies qui nous entourent tout le temps. Et c'est fou. Enfin, c'est hyper dommage. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais documenter ma reconversion. Moi, ça va me motiver de mon côté. Et de l'autre côté, potentiellement, ça pourra motiver d'autres personnes à faire comme moi et à voir que c'est possible. Et à prendre des infos potentiellement sur ben, comment être nomade et se reconvertir. Comment être une femme et se reconvertir dans un domaine plutôt masculin. Enfin, tu vois, un peu. C'était ça mon envie première. Et du coup, ben, la reconversion, elle s'est hyper bien passée aussi. Donc, ça permet d'avoir. Bah, de donner mes conseils, tu vois, bah, via ces réseaux. Et j'ai rencontré plein de gens aussi. Ça, c'est cool. Ça permet vraiment de créer du lien. Et c'est ça. Et maintenant, tu continues toujours parce que qu'est-ce que tu partages? Tu partages ta vie de nomade? Ouais, ma vie de nomade et des tips de dev, tu vois, s'il y a des choses, bah, surtout sur mes technologies, il y a pas mal de trucs. Moi, je suis sur du Next, je travaille beaucoup avec Next, et c'est un truc hyper récent, donc il y a beaucoup de nouvelles qui sortent à propos de Next, donc souvent je partage des choses là-dessus, et effectivement, je retrace aussi bah, le côté nomade de ma vie, puisque c'est quand même une grosse partie de ma vie.
Et est-ce que tu t'en sers un peu comme une stratégie alors on va dire de personal branding dans un jour quand tu voudras changer d'emploi ou même aller plus vers l'entrepreneuriat ou c'est juste tu as envie de partager Alors, quand j'ai ouvert le compte, c'était clairement juste du partage. Et effectivement, ça donne de la visibilité. Si quelqu'un veut te prendre dans sa boîte ou veut travailler avec toi ou faire un projet avec toi, clairement, il va sur mon compte Instagram, il sait qui je suis, il sait comment je vis, il voit que ben, la technologie, ça m'intéresse, enfin, tu vois, oui, ça me donne de la visibilité, ça c'est sûr. Mais à la base, c'était vraiment juste du partage pur. Genre juste, je partage. Et aujourd'hui, je me dis qu'effectivement, maintenant que j'ai un petit peu plus de poids sur mon compte, je pourrais m'en servir pour, bah, comme point d'appui pour commencer un projet, ouais. Ok. Et tu mets en avant ton Instagram sur ton CV? Il y est, je le mets partout, ouais. D'accord. Non mais Bah je ouais, suis étonné. il y a beaucoup de gens qui mettent pas leurs réseaux sociaux. Mais pour le coup, tu vois, je mets pas ma page Facebook ou quoi que ce soit parce que je suis pas du tout active et que j'ai clairement Facebook parce que comme tout le monde au collège, ben, il y avait que Facebook, donc j'ai toujours un compte Facebook, mais je l'utilise que très peu. Et, ouais, c'est vrai que sur les CV, je vois très peu Instagram, mais vu que moi, c'est une page plus pro, étant donné que je partage des choses du développement web, ouais, je le mets en avant enfin en avant, je sais pas, hein, mais je le mets je le mets. D'accord. Et bah on va passer aux questions de fin. Mhm. Donc attention, je vais changer mes questions. Ça sera une question inédite aujourd'hui. Alors, par rapport à ce que tu m'as dit, il y a un point que tu as dit, c'est que bah, quand tu avais une classe, bah, tu commençais le premier jour et tu te disais que l'année allait être très longue. Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta reconversion professionnelle où bah, tu t'es dit que ça allait pas être possible, que ça allait être très dur ou que tu avais fait t'avais fait une bêtise en te reconvertissant? Alors, non, mais il y a des concepts du monde du développeur où je me suis dit, j'y arriverai jamais. Alors C'est lesquels? trop dur. Ben, genre, typiquement, tout ce qui est admin système, genre tout ce qui est serveur, DNS, proxy, nani, tous ces trucs-là. Et c'est toujours pas hyper clair, hein. Ça, je me suis dit, mais je comprendrai jamais, jamais ce qui se passe. C'est trop compliqué. Et clairement, là, quand je suis arrivée chez Danae et que j'étais la seule développeuse, je me suis dit, mais comment je vais faire? Donc, au final, t'apprends, hein. C'est faux. Il n'y a rien qu'on puisse pas faire. Mais ouais, quand j'ai commencé à me heurter à autre chose que euh, construction du site internet, parce qu'il y a le site et il y a tout ce qui va autour du site. Et en fait, ouais, là je me suis dit, ah ouais, t'es sûr, ouais. Et oui, bien sûr. Mais je me suis jamais dit, ah, j'ai fait une erreur. Ça, non. D'accord. Et t'as jamais eu de moment où t'avais vraiment le moral dans les chaussettes à te dire je vais pas y arriver? Non, non, jamais. Mais après, j'ai... Enfin, tout le long de ma formation, j'ai fait plein de choses autour de la formation. J'ai pas fait que la formation. J'ai fait des challenges, j'ai continué à faire des Code Wars. J'ai fait le JavaScript Challenge 30, donc pendant un mois, tous les jours, tu fais un petit challenge JavaScript, machin, tout ça. Autour de Noël, il y a une fille que j'ai rencontrée sur Insta qui a fait un calendrier de l'avant de dev. Donc elle, c'était sur du Python, donc j'ai fait du Python. Tu vois, j'ai fait plein de trucs comme ça, je fais du freelance aussi à côté de ma formation. Et au final, tout ça, ça m'a appris un peu en avance de la formation des connaissances et des compétences en avance du programme, si tu veux. Du coup, je suis jamais arrivée en classe de code
Et je me suis dit, ah, je vais jamais y arriver. Parce qu'en fait, j'avais déjà un peu devancé le truc et j'avais un peu tâté le terrain, tu vois. Donc je me suis jamais retrouvée face à un mur en me disant, oh, waouh, oh ouais, ça va être trop dur, laisse tomber, j'y arriverai pas. Et, Là c'est mort. et tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent, qui veulent se reconvertir, d'avoir une petite base avant de se lancer? Parce que ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Est-ce qu'il faut savoir coder avant de refaire une reconversion professionnelle? Alors, il faut savoir qu'en tant que professeur des écoles, je n'avais aucune base. Genre, rien. Donc, on a clairement besoin de rien. Pour commencer, et on a besoin de rien. J'ai commencé au clock, j'avais juste téléchargé une application qui s'appelle Solo Learn, où t'as des petits... des genres de petites leçons théoriques sur HTML, CSS, JavaScript, tout ça, avec des petits QCM ou des petits questionnaires comme ça. Donc je savais à peu près de quoi on allait me parler, mais c'est tout. J'ai rien fait de plus. J'ai commencé au clock, c'est tout. Et les 2-3 exercices que Martin m'avait fait faire pour que je me décide de faire ce métier. D'accord. Alors, ma deuxième question, c'est si tu as une ressource à nous partager. Une ressource. Alors que ça soit un livre, un blog, une chaîne YouTube qui t'a aidé dans ton parcours ou à te décider à te reconvertir. Ben, du coup, ça va être peut-être assez inédit, mais du coup, moi, j'ai fait tout ce que j'ai trouvé comme ressource, c'est Instagram. Tout ce que j'ai fait, le JavaScript Challenge, le Python Calendar, toutes les nouvelles, toute ma veille technologique que j'ai fait pendant ma formation, Instagram. Tout. Tout est passé par Instagram. Genre, D'accord. chez O'Clock, ils nous ont dit, bon, bah, si vous n'avez pas Twitter, il va falloir que vous vous créez un compte parce que toute la veille techno, elle se fait sur Twitter. J'ai jamais été sur Twitter et je comprends toujours pas trop ce réseau social. Donc clairement, j'y suis pas. Mais toute ma veille techno, elle se fait sur Insta. Mais du coup, via Insta, j'ai aussi découvert un truc qui s'appelle Daily Dev. Et c'est une extension Chrome qui fait que quand tu ouvres un nouvel onglet, en fait, ça te montre des articles concernant le monde du développement. Et ça m'a grave aidé parce qu'en fait, à chaque fois que tu ouvres un onglet, bah, tu as des articles qui te pop. Et du coup, bah, forcément, bah, tu vas lire des titres et des trucs comme ça. Et en fait, bah, inconsciemment, bah, tu vas avoir envie de les lire. Et donc, j'apprends beaucoup de choses via cette extension aussi. Donc, si je partagerais une ressource autre que Instagram, ce serait cette extension-là, elle est trop cool. D'accord. Et ma dernière question, bah, si on veut suivre toutes tes aventures, on te retrouve où? Sur Instagram. Tout passe par Instagram. Non, en vrai, c'est faux. J'ai aussi, du coup, en faisant mon e-book, j'ai ouvert une communauté Discord sur laquelle on est pas mal, enfin pas mal, on est un petit comité, mais c'est cool parce que du coup j'arrive à parler avec tout le monde et on arrive à s'entraider hyper bien, donc ça c'est trop chouette. Mais du coup, ouais, mon e-book c'est par rapport à la reconversion et du coup bah, la communauté aussi. Et du coup, on partage tout ce qui est financement, on partage sur tout ce qui est outils qui peuvent être sympas pour créer ses portfolios, pour apprendre d'autres choses, pour à la fin de ta formation ou aller chercher les autres informations. Et on a aussi le channel d'aide, où dès que tu as un bug que tu n'arrives pas, au lieu de rester tout seul à pas savoir quoi faire, tu poses la question et vu qu'on est plusieurs, on a potentiellement déjà eu le souci. Et donc on s'entraide là sur ce channel et c'est cool. Merci de nous avoir suivis jusqu'à là. Si vous aussi vous souhaitez changer de vie et que vous voulez devenir développeur web, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. J'ai d'autres témoignages sur le même sujet. Et si vous voulez prolonger l'expérience, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode.